Bonjour, je suis Jean-François Rutkowski. Je suis responsable de magasin dans un magasin de pêche pour une grande enseigne. Je fais partie du team Sensas Gravelines depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous avons été en 2005 champions de France des clubs à Cloyes-sur-le-Loir, ce qui nous a automatiquement qualifiés pour le championnat du monde des clubs de l'année d'après, en 2006, à Osijek en Croatie. Donc nous avons gagné la finale Sensas en 1994 à Châteaudun et en 1998 à Bourbourg, dans le Nord. Individuellement, j'ai été jusqu'en division nationale. Je pratique presque tous les week-ends des concours dans notre région, qui est une région où effectivement nous avons la possibilité de faire des compétitions presque tous les dimanches, étant donné le nombre de compétitions qu'il y a. Nous avons pêché dans la Bourre, un petit bras de la Lys. Pourquoi ce choix? Parce que nous sommes au mois de janvier, en plein cœur de l'hiver. Ce petit bras n'est poissonneux quasiment que l'hiver, pour la simple et bonne raison que les poissons s'y mettent à l'abri. Lorsque la Lys, la grande rivière dans laquelle la Bourre se jette, est bien souvent en crue, donc les poissons se mettent à l'abri dans cette petite rivière. De surcroît, pourquoi également décider d'avoir pêché l'autre? Tout simplement parce que la compétition qui a eu lieu dimanche dernier, donc il y a quelques jours, s'est révélée être très productive, dans le sens où le pêcheur qui a gagné a quand même fait presque 4 kg de gardon en pas tout à fait 3 heures, des beaux poissons. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de prendre des poissons de la même taille. On a eu beaucoup de touches. Maintenant, les conditions météo n'étaient pas non plus les mêmes que dimanche. Aujourd'hui, nous avons eu le pire du nord, c'est-à-dire du vent, de la pluie et froid. De surcroît, le poisson espéré n'était pas au rendez-vous. Certes, on a pris du poisson, pas mal de poissons, mais des poissons de beaucoup plus petite taille que ce que l'on aurait pu espérer prendre. Personnellement, je ne pêche pas que à la pêche au cou. Comment j'y suis venu? Par la simple et bonne raison que mes parents habitaient juste à côté d'un étang. Mon papa est pêcheur. Forcément, un étang, papa pêcheur, il arrive à un moment ou à un autre, on finit par y goûter. Et puis un petit gamin qui goûte à la pêche et qui prend du poisson et du plaisir à la pêche continue, et puis ça a été mon cas. Donc d'abord la pêche au cou de manière ludique et amusante dans les temps derrière chez soi, et puis un jour on goûte à la compétition, pour quelle raison je ne sais même plus, et puis voilà, le pied à l'étrier est mis, et puis on finit dans une grande équipe du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour, je m'appelle Bruno Catté, j'ai 47 ans, je suis enseignant sur le plan professionnel, et puis je suis aussi un fanatique de pêche et de pêche au cou plus particulièrement. Je suis président de deux associations. Je suis président d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ce qu'on appelle une AAPPMA, qui est en charge de la gestion du patrimoine halieutique de ma ville de Gravelines. Et puis je suis président du team Sensas Gravelines, donc l'équipe de Jean-François. Donc cette équipe du team Sensas de Gravelines, eh bien, je suis fier d'en être le président, parce que j'en suis l'un des fondateurs, et depuis 1993, pas à pas, cette équipe a évolué, et puis je crois pouvoir dire que depuis 3 ans maintenant, eh bien, elle fait partie des meilleures équipes françaises. Les résultats sont là pour le prouver. Alors Jean-François l'a dit tout à l'heure, on a été champion de France, on a gagné des finales Sensas, et j'espère qu'on gagnera encore des titres, parce que notre carrière est loin d'être terminée. Puis il y a des jeunes avec nous. Du point de vue individuel, eh bien, je pratique la compétition depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc, j'ai participé à des championnats nationaux. Je suis monté jusqu'en première division nationale. J'ai oscillé deuxième division nationale, troisième division nationale pendant plusieurs années. Là, j'ai fait un petit peu les allers-retours, parce que c'est pas facile. On change de région, on va pêcher ailleurs, et c'est difficile de disputer ces compétitions, parce qu'on quitte notre région du Nord, où les pêches sont assez stéréotypées, et on se retrouve confronté avec d'autres pêcheurs qui sont eux aussi très forts, parfois plus polyvalents que nous, et ce qui explique qu'il soit difficile de se maintenir à un bon niveau. Alors maintenant, moi je fais encore de la compétition au niveau régional ou interrégional, mais
bon, je n'ai plus d'objectif personnel sur le plan individuel. Je préfère me consacrer à l'équipe, ce qui est beaucoup plus passionnant parce que là, l'atmosphère, je dirais, l'état d'esprit sont différents. Alors, je pratique la pêche au coup. D'ailleurs, je ne pratique quasiment que la pêche au coup. J'ai malheureusement pas le temps, pour des raisons professionnelles et je disais aussi des raisons associatives, de pratiquer beaucoup d'autres pêches. J'habite en bord de mer, je peux pratiquer la pêche en mer. Alors la pêche au coup, ça m'est venu un petit peu comme Jean-François, c'est-à-dire j'habitais près d'un plan d'eau, j'ai vu un pêcheur y prendre quelques poissons. Mon père n'est absolument pas pêcheur, mais pourquoi je ne sais pas, j'ai été très vite attiré par l'eau et les poissons. Et puis, n'ayant pas de pêcheurs dans ma famille proche, je me suis débrouillé. J'ai passé des heures au bord de l'eau à ne rien prendre. Et puis, le premier poisson a été une révélation. Et puis après, eh bien, je me suis documenté, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai observé. Parce qu'à la pêche, on a à apprendre de tout le monde. C'est ce qui est important. Même quand on a beaucoup d'années de pêche derrière soi, on a tout à apprendre, même du pêcheur lambda qui est là sur la berge sans être péjoratif et qui va vous dire un jour tiens t'as essayé ça ou ça parce que lui il est aussi au bord de l'eau et il va vous apprendre des choses. Donc j'y suis venu comme ça et puis j'ai jamais changé je dirais de type de pêche. Alors la compétition, pourquoi? Parce que je pense que c'est l'esprit de compétition bien entendu, parce qu'essayer de battre les autres, mais c'est aussi parce que c'est une véritable école de la pêche. C'est là qu'on apprend tout, c'est la Formule 1 de la pêche. Et on est toujours au courant des dernières techniques, on est au courant des dernières subtilités, et je pense qu'on progresse beaucoup plus dans le monde de la compétition que dans le monde hors compétition. Je m'appelle Frédéric Nugou, je suis adhérent à la PPA La Tanche Mervilloise, donc qui est une PPA qui regroupe à peu près 2000 pêcheurs. À savoir que la Tanche Mervilloise donc, se situe à Merville, il y a 9000 habitants, donc au milieu de la Flandre. Nos parcours de pêche sont constitués de la rivière canalisée La Lys, de la Bourre, qui est une rivière qui prend sa source à peu près une quinzaine de kilomètres de Merville et qui au plus large fait 15 mètres de large, qui a été canalisée au siècle passé pour la navigation, qui est maintenant interrompue. Donc la Bourre est une rivière qui fait à peu près 1,50 m de profondeur, 2 mètres, et le secteur où on a pêché s'appelle le Bras Mort. Il se situe en plein centre de Merville. C'est un secteur qui fait environ 1 km de long. Et on y organise une dizaine de concours dans l'année, notamment le challenge d'hiver qui se termine le week-end prochain. Le Bras Mort à Merville, c'est un endroit où le courant est stoppé, puisque c'est l'ancien accès à l'écluse. Donc toute la rivière de la Bourre est un déversoir pour tous les eaux de pluie de la région de la Flandre. Pendant toute la période hivernale, il y a énormément de courant dans le courant de la rivière. Et donc les poissons viennent se rassembler dans le Bras Mort, puisqu'ils y trouvent en fait des eaux calmes, aussi de la nourriture, je dirais de octobre à février, c'est un des endroits les plus poissonneux de Merville. Alors on y trouve, suivant les jours, on a une grosse densité de petits poissons, des petits gardons, des ablettes, les rotangles, et aussi une population de brèmes un peu plus grosse, d'étanches, beaucoup de carassins, même si aujourd'hui on n'a pas eu le bonheur d'en prendre, il y en a pas mal. Et c'est aussi Merville en général est un endroit très très réputé pour les carnassiers, donc le brochet, le cendre et des très belles perches. Mon travail c'est je travaille dans la pêche, j'ai une entreprise de matériel de pêche et d'appât vivant, donc j'ai les magasins de pêche dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une entreprise régionale, donc ça c'est pour le travail. Et puis à côté de ça, donc, je m'occupe de la section compétition de la Tanche Mervilloise, qui regroupe à peu près 50 pêcheurs. On a aussi un début de palmarès, on est 2 fois champion du Nord par équipe, une fois vice-champion, d'ailleurs c'était Gravelines qui était champion ce jour-là.
On a des pêcheurs donc, représentés dans les divisions départementales, une dizaine de pêcheurs. Hein. Et cette année, on a eu le bonheur d'aller faire la finale du Sansas. C'était notre première finale et on est terminé 13e. Voilà. Une APP très active puisque au long d'une année, on organise une trentaine de concours. Et on est aussi organisateur d'un championnat des Flandres, donc qui regroupe 5 sociétés dans les Flandres intérieures. Hein. Donc pour les sociétés d'Asbrook, de Harneck, de Godvarsveld et Merville. Donc ce premier casier correspond exactement à la pêche qui a été pratiquée aujourd'hui. Ce sont des petites lignes qui peuvent correspondre à une pêche soit de gardon dans très peu d'eau, 1 mètre, 1 mètre 50 de fond, ou éventuellement des lignes à la bête comme celles que vous voyez ici. Les caractéristiques étant quasiment les mêmes que des pêches de gardon avec 1 mètre ou 1 mètre d'eau. Ensuite, vous avez deux casiers qui sont plus ou moins similaires. Ce sont des casiers de lignes pour pêcher avec un fond variant de 1,50 m à 2,50 m. Ce casier-ci correspond aux flotteurs pour des pêches délicates de gardon sur le fond ou éventuellement de petites plaquettes. Ce casier-ci correspond à des pêches pareilles sur des fonds de 1,50 m à 2,50 m pour des beaux poissons. Plaquettes, tanches, beaux gardons, brèmes. Ce casier-ci est souvent beaucoup plus utilisé au printemps et l'été et en début d'automne. Ces deux casiers-ci sont des casiers avec des lignes longues, c'est-à-dire des lignes de 1 kit de 5,80 m qui correspondent à des pêches en grand gabarit, les canaux auxquels nous sommes confrontés presque tous les dimanches en compétition. Donc ce casier bleu correspond aux lignes à gardon, montées en 8 centièmes, des lignes relativement fines, très bien équilibrées, avec des petits plombs de touche par rapport à ce casier-ci qui correspond à des lignes pour pêcher les beaux poissons de fond, brèmes, tanches, plaquettes. Un casier monté en 10 centièmes avec des plombs de touche un petit peu plus gros, des antennes de flotteurs un peu plus grosses également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les différentes lignes utilisées, en tout cas principalement dans le Nord. On va tenter de vous expliquer la ligne qui a été utilisée lors de la pêche que nous avons pratiquée ce matin. Donc une pêche de petits poissons, des gardonneaux, quelques rotangles, quelques ablettes. Dans une rivière, je le rappelle, où il y avait à peu près 1,30 m d'eau. Donc c'est un flotteur de 0,40 avec une très petite quille, de manière à ce qu'il se mette en position très rapidement. Une petite antenne également, parce que très souvent dans ce genre de rivière, il faut une antenne courte justement par la faible profondeur. C'est un flotteur qui va se mettre très vite en position, qui va pêcher très rapidement. Donc la plombée est composée de 3 éléments principaux, j'ai envie de dire. Le petit plomb de touche, donc un plomb de touche c'est le dernier plomb avant l'hameçon. Là en l'occurrence c'est un plomb de touche de 11. Une quinzaine de centimètres au-dessus on trouve le deuxième plomb
qui bien souvent est de la même taille que le plomb de touche ou juste au-dessus. Donc là, par exemple, le plomb de touche étant un 11, juste au-dessus, c'est un 10. Et le groupe de plomb, qui est constitué de 5 à 8 plombs, en fonction de la pêche pratiquée. Comme vous pouvez le remarquer, au-dessus du groupe de plomb, il y a 2 tout petits plombs. Ces 2 petits plombs-là permettent en fait de parfaire l'équilibrage du flotteur, car bien souvent, nous avons du mal à plomber exactement le flotteur à ras d'antenne. Donc ces 2 petits plombs permettent de parfaire l'équilibrage de manière à ce que le flotteur soit plombé au mieux, de manière à déceler la moindre petite touche. Je vais vous présenter maintenant une ligne foncièrement différente de ce qui a été utilisé ce matin. Donc ce matin, une ligne très légère, un flotteur très court pour une pêche dans très peu d'eau. Maintenant, une ligne avec une quille beaucoup plus longue, une antenne un peu plus grosse, plus longue également, plus lourde également. C'est une ligne qui est destinée soit à la rivière, lente par ici, lente, soit au grand gabarit pour les pêches de plaquettes, de brème, de beaux poissons de fond en général. Donc un flotteur beaucoup plus trapu qui va mieux tenir dans la vague et dans le courant. Une plombée avec forcément au prorata du flotteur des plombs plus gros. Un plomb de touche beaucoup plus gros aussi. Là où nous étions sur un plomb de touche de 11 sur la petite ligne, nous sommes ici avec un plomb de touche de 9 avec l'équivalent en plomb intermédiaire et la plombée massive également. Sensiblement le montage est quasiment le même. La différence c'est que effectivement ici nous utilisons du fil de 10 centièmes en corde-ligne alors que là nous sommes en 8. Le bas de ligne est beaucoup plus long sur les pêches de fond. Là nous étions sur un 15 cm, ici nous sommes sur un plus de 20 cm avec un hameçon plus fort et plus gros de fer. Donc là un 22 en fin de fer. Ici nous sommes sur un 18 en fer moyen, c'est pas encore un très très gros de fer. La forme est également différente de l'hameçon. Ici c'est un hameçon avec une hampe très longue et une courbure d'hameçon très courte. Là c'est complètement l'inverse, une hampe beaucoup plus courte avec un hameçon très arrondi de manière à bien piquer les poissons sur le fond et de surcroît utiliser des èches plus volumineuses. Il peut nous arriver de pêcher à l'asticot ou au pinky ou alors avec un bouquet de verre de vase. Ça correspond plus à une èche plus grosse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Cette ligne-là, on ne va évidemment pas l'utiliser dans des faibles profondeurs comme ce que l'on a fait ce matin. C'est des lignes qui sont destinées à des fonds de 3 à 5 mètres. Alors là, un peu de graisse sur l'antenne. Pour la simple et bonne raison que ça permet ça permet une meilleure flottaison de l'antenne lorsque le flotteur est très bien équilibré comme c'est le cas là. Donc je vais vous présenter le fourreau qui nous sert tous les dimanches à nous compétiteurs, avec les quelques différences fondamentales entre un fourreau destiné à la compétition et un fourreau d'un pêcheur qui ne pratique pas la compétition. Donc la canne utilisée est une canne roubaisienne de 13 mètres, en sachant que dans le Nord-Pas-de-Calais, 13 mètres, il est quand même rare que l'on y pêche. On pêche plus souvent à 11,50 m. Donc ce fourreau est constitué de la canne et de différents kits. Alors pourquoi différents kits? Les kits étant ni plus ni moins que les 5 premiers éléments de la canne, qui sont évidemment interchangeables entre eux et avec la canne. Les kits nous permettent d'aborder la compétition avec un maximum de lignes montées, de manière à répondre au mieux à la pêche qui se présentera le jour J. Un exemple concret, on peut par exemple décider dans le canal ou à la rivière, peu importe, de pratiquer 2 pêches pendant les 3 heures de pêche qui vont arriver. On peut par exemple commencer la première heure à pêcher les gardons. Donc dans ce cas-là, nous allons utiliser les lignes que l'on a présentées ici. Et puis la dernière heure et demie ou les 2 dernières heures, décider de pêcher les brèmes avec ces lignes-là. Évidemment, pour éviter de monter et démonter, on va monter par exemple 2 lignes, donc 2 kits avec 2 lignes de ce type-là, et 2 lignes avec 2 kits de ce type-là.
Ça permet de répondre au cours de la pêche aux différentes situations par rapport à l'évolution du poisson. Voilà. À ça s'ajoute évidemment le manche d'épuisette et le kit coupelle que l'on a vu monter ce matin qui nous permet de réamorcer en cours de pêche de façon très discrète. Les élastiques, plusieurs tailles d'élastiques. Donc moi je les présente dans un tube à part, tout le monde ne fait pas ça, on peut les laisser dans les kits ou dans la canne. Moi j'ai un tube qui ne me sert qu'à ça, donc où il y a effectivement plusieurs types d'élastiques de montée pour répondre toujours à la pêche qui va nous attendre, soit les gardons ou les brèmes ou les plaquettes. L'amorce que nous allons utiliser aujourd'hui est composée d'amorce du commerce et de quelques farines que nous allons rajouter pour améliorer au mieux l'amorce. Donc c'est une amorce typée étang dans laquelle nous allons rajouter une farine un petit peu collante, le PV1, de manière à l'agglomérer un petit peu plus parce que là nous sommes dans une petite rivière. Et en plus aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ça risque de bouger un peu, donc cette farine va nous permettre de recoller un petit peu le mélange. Et d'un petit peu de chapelure de pain qui permet au mélange de gonfler un peu plus. À savoir que pour les gens qui utilisent régulièrement les amorces du commerce, ne pas hésiter à lire les instructions qui sont indiquées derrière les paquets. Ce sont 9 fois sur 10 des amorces qui ont été faites par des champions, donc qui sont censés savoir de quoi ils parlent. Les recommandations sont très très justes, n'hésitez pas à les suivre, ce sont de bonnes indications. L'ensemble du mélange se fait dans un récipient d'assez grande taille comme vous pouvez le constater. Là en l'occurrence c'est une bassine de 40 litres. On peut souvent se demander le pourquoi d'un grand récipient comme ça, tout simplement parce que ça permet de très très bien mélanger et de rendre le mélange, qu'il soit sec au départ et mouillé ensuite, très très homogène. D'ailleurs, une fois le mélange effectué, bien souvent, nous transvidons ça dans un seau plus petit. Donc le mélange va être mouillé avec l'eau du canal. Pas parce que c'est mieux, hein, parce que c'est comme ça. On n'a pas eu le temps de mouiller ça ce matin avant de partir, et puis bon ben voilà quoi. Donc l'amorce est mouillée une première fois de manière à ce qu'elle gonfle et absorbe un maximum d'eau. Nous serons très très certainement obligés de mouiller une deuxième fois.
de manière à rendre le mélange un peu moins sec et beaucoup plus homogène. Nous allons obtenir un mélange très homogène en tamisant l'amorce, de manière à supprimer d'une part les grumeaux qui se sont formés par un surplus d'eau, et aussi d'éliminer les parties un petit peu sèches de l'amorce. En fait, le tamis va permettre de rendre le mélange très homogène et un tout petit peu plus collant qu'une amorce qui n'est pas tamisée. Donc les appâts utilisés aujourd'hui, exclusivement le verre de vase et le fouillis de verre de vase. Donc le verre de vase qui est celui que nous allons utiliser à l'hameçon, et le fouillis de verre de vase qui est un verre un petit peu plus petit, que l'on incorpore à l'amorce. Pourquoi exclusivement le fouillis de verre de vase? Parce que nous sommes en hiver. Bien souvent, les poissons sont plus difficiles à prendre l'hiver que l'été. Il y a très peu de beaux poissons, donc on n'utilise pas ou très peu l'asticot et le pinky. Et le verre de vase correspond vraiment à la pêche que nous allons pratiquer aujourd'hui. Une pêche normalement de gardons, de petits rotangles et éventuellement de quelques abeilles. Donc dans cette petite rivière qui est la Bourre, nous allons effectuer l'amorçage en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons jeter quelques boules d'argile tamisée. C'est de l'argile humide en fait, c'est pas de l'argile sèche, c'est de l'argile humide qui permet de faire un nuage très attractif sur les poissons, notamment les petits poissons que nous allons pêcher aujourd'hui. Au-dessus de ce tapis d'argile, nous allons y ajouter notre tapis d'amorce constitué de 7 à 8 boules de la taille d'une orange, dans laquelle évidemment nous aurons incorporé le fouillis de verre de vase dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, d'un plan d'eau à l'autre, la densité de l'eau n'est pas la même, et une ligne qui peut être bien équilibrée sur un plan d'eau peut l'être un petit peu trop sur un autre plan d'eau. Donc il faut parfois ajuster. Alors là, on verra après en action de pêche. Peut-être qu'il faudra retirer un peu de plomb de la ligne. Mais on va commencer comme ça. En fait, là, je coupe un morceau de nylon qui était sur la ligne et qui est en trop. Parce qu'il faut pêcher avec une bannière très courte. Alors la bannière, c'est la distance, c'est ça la bannière. C'est donc la distance qui sépare la pointe de la canne du flotteur. Et plus les conditions sont difficiles, notamment ici beaucoup de vent, et plus la bannière doit être raccourcie, parce que une trop longue bannière ne permet pas de contrôler la ligne. Elle offre une grande prise au vent, donc il faut une bannière relativement réduite. S'il n'y a pas de vent, éventuellement on peut l'allonger un petit peu, mais alors ça c'est un repère qui permet de mettre le flotteur à un endroit précis, de manière à ce qu'après en cours de pêche, si je mets du fond supplémentaire ou si j'en retire, je sais toujours où je me trouve par rapport à mon repère. Ça m'évite de ressonder pendant la partie. Alors certains mettent une goutte de pâte synthétique spéciale pêche là, sur la canne. Moi je préfère mettre ça parce que déjà ça se bouge facilement, et puis la canne n'est pas décorée, parce qu'après il y a tous les petits points de couleur. Enfin bon, ça c'est une question d'habitude et de goût. Voilà, donc on est prêt. Alors une bonne partie de pêche peut être bien installée, être sûr qu'on ne va pas tomber à l'eau, avoir les appâts à proximité. Ça c'est la boîte de bas de ligne, donc au cas où il faudrait changer de bas de ligne pendant la pêche.
Le bilan de la pêche d'aujourd'hui, bon, on n'a pas de raison d'être déçu parce qu'on a eu des touches, et c'est là l'essentiel. Alors à la pêche, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, on espérait faire de plus jolis poissons. Malheureusement, les conditions étaient telles que les petits poissons ont envahi notre coup et n'ont jamais quitté notre coup. En fait, on espère parfois, dès l'amorçage, que les petits poissons vont rapidement se gaver des particules d'amorce, mais aussi du fluide vert de vase. Et là, malheureusement, la densité de petits poissons était très importante et on n'a pas réussi à sélectionner les beaux poissons. On a eu des conditions météorologiques aussi très, très difficiles, très délicates, il faut le reconnaître. Et ça rend la conduite de ligne, ça rend, je dirais, la recherche des poissons plus délicate. Quand il y a des rafales de vent, que la canne bouge, que la ligne bouge, elle n'est pas de nature à faciliter la capture de beaux poissons. Si les beaux poissons sont difficiles, s'ils étaient là, on n'a pas su les prendre. Alors on aurait peut-être dû penser je dirais, à un autre artifice pour essayer de sélectionner ces beaux poissons, sachant que, comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, c'est un parcours qui normalement répond bien sur ce type de choix, c'est-à-dire fouillis, vers de vase et autres. Donc on n'a pas lieu d'être mécontent. On a quand même fait, on n'a pas compté, mais en gros une centaine de poissons. Hein. On a l'habitude d'évaluer nos pêches parce que comme on fait de la compétition, on sait dire à peu près combien on a pris de poissons. Et le principal, c'est d'avoir des touches et de s'amuser, même si les conditions n'étaient pas faciles. Alors on a majoritairement pris des gardonneaux, des petits gardons, des ablettes et des rotangles. Alors tout à l'heure je pensais que c'était, lorsqu'on était sur site, que ces poissons, notamment les rotangles, étaient des poissons de rempoisonnement, mais manifestement ce sont des poissons du cru, des indigènes. C'est ce que m'a confirmé Frédéric. Et on a même pris un goujon, enfin Jean-François a pris un goujon, ce qui démontre la richesse piscicole de ce plan d'eau, hein, beaucoup de diversité de poissons. On a vu, on ne l'a pas malheureusement dans le film, plusieurs fois un brochet venir nous rendre visite, au moins sur le coup, parce que 3 ou 4 fois il s'est invité. Mais bon, néanmoins, ça n'a pas trop gêné la pêche, étant donné qu'on a toujours pris des petits poissons. Mais ce brochet était là, et lui aussi, manifestement, avait faim. Et bon, on aurait voulu le prendre, mais la pêche au brochet est fermée depuis dimanche, donc on n'a pu que l'observer dans ses agapes. Qui peut être parfois reconnue comme une pêche très facile et presque endormante pour quelqu'un qui ne pratique pas la pêche ou même pour quelqu'un qui ne pêche pas au coup. La pêche au coup est au contraire très très dynamique. On peut, comme on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, on peut décider le matin en arrivant de pêcher à une dizaine de mètres, comme c'était le cas aujourd'hui, et puis tout compte fait, se rendre compte que pêcher à 3 mètres des poissons de la même taille à une plus grande vitesse, ça peut être intéressant aussi. Donc la pêche au coup, c'est pas stéréotypé, on peut partir sur une idée reçue et tout compte fait finir sur quelque chose qui n'est pas du tout ce que l'on avait prévu initialement. On peut partir à la pêche avec une amorce à gardons et décider de pêcher les gardons, et puis en définitive, ce jour-là, les gardons ne seront pas décidés et nous prendrons des brèmes ou des tanches. Ou inversement, on peut décider de pêcher les gros gardons et puis les gros poissons, et puis tout compte fait, ce jour-là, les gros poissons vont pas mordre et on prendra des gardons ou même des ablettes en surface. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut pas dire aujourd'hui je fais ceci et c'est ce qui se passe. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours. La pêche au coup est beaucoup plus diversifiée que ce que l'on pense et que ce que les gens peuvent penser. You know what goes on here is our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Scooby. Now, Doc. Okay, so the Leons are fighting wars on 2 fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone is stirring up some bad blood with the Forellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about?
has he possibly got to worry about? Yo, my man, Salvatore phoned ahead with a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money.